OK. Maintenant, une petite clarification sur le processus inflationniste euh, qu'on peut voir aussi à travers la lunette de l'équation des échanges. Donc, l'équation des échanges, c'est quelque chose de très utile pour conceptualiser les pressions inflationnistes qui peuvent être observées dans une économie à court et à long terme. OK? Parce que si on se souvient que l'inflation, finalement, c'est quoi? Ça provient des dollars, donc la monnaie, qui demande des biens et services. Et donc, l'équation des échanges nous dit que la monnaie en circulation est utilisée pour régler les transactions, évidemment, mais cette monnaie-là a une certaine vitesse de circulation. Donc, on représente ça de façon abstraite, tout simplement par M fois V. Donc, genre, j'ai 10 puis ça circule 10 fois entre les mains, mettons, pendant une année ou pendant une période quelconque. C'est un concept abstrait, c'est pas important, vraiment. Euh, et donc, avec 10 dans ce cas-là, si les 10 changent de main 10 fois, je pourrais faire 100 de transaction, n'est-ce pas? Et donc, la monnaie et sa vitesse à laquelle elle circule aident à régler les transactions du PIB. Les transactions du PIB, ben, c'est quoi? C'est le PIB, la production, donc la quantité de biens et services, n'est-ce pas, produits, à un certain prix. Donc, il y a un prix de vente, si on veut, de ces biens et services-là. Donc, par exemple, 10 pommes à 2 ça fait 20 de transactions nécessaires pour acheter ces pommes-là. Et donc, j'aurais besoin soit de 10 qui circulent ou de 2 qui circulent 20 fois, 10 fois, pardon, entre les mains. Donc, 2 fois 10, là, ça fait 20. Et donc, le stock monétaire qui circule entre les mains, qui est la partie de gauche de l'équation des échanges, sert à régler les transactions du PIB nominal, qui est le PIB réel, donc le PIB Y ici, fois le niveau des prix P. Et donc, l'équation des échanges nous dit que, ben, nécessairement, l'ensemble de la monnaie qui est échangée dans l'économie suite à la production des biens et services, ben, il doit nécessairement égaler le PIB nominal, c'est-à-dire le PIB réel, fois le niveau général des prix. Et donc, lorsqu'on prend tout ça en taux de croissance à gauche et à droite, donc on a que le taux de croissance, G pour growth rate, c'est un standard, euh, de M fois V, donc le taux de croissance de MV est égal au taux de croissance de P fois Y. Il se trouve que le taux de croissance de M fois V, c'est le taux de croissance de M plus le taux de croissance de V, la vélocité de la monnaie. Donc, le M, c'est la monnaie et V, c'est la vitesse à laquelle elle circule, est égal à la croissance des prix. Rappelez-vous, la croissance des prix, finalement, c'est l'inflation, plus la croissance du PIB. Donc, ça ici, c'est l'inflation. Et donc, si on réorganise tout ça, on va obtenir quoi? On va obtenir l'inflation, c'est-à-dire la croissance des prix, est égale à la croissance du stock monétaire, plus la croissance de la vélocité de la monnaie, moins la croissance de la production de biens-services. OK? Et donc, on retient ça, que l'inflation, va suivre finalement cette dynamique-là, et on revient ici avec ça. Donc, notre inflation, c'est finalement la croissance du stock monétaire, donc la monnaie en circulation, mais il faut que cette monnaie-là soit de la demande de biens et services. C'est là que la vélocité de la monnaie devient intéressante. C'est que si la vélocité de la monnaie est en hausse, donc la croissance est positive, donc les gens demandent de plus en plus de biens et services, donc pour faire des transactions, et donc ce chiffre-là va être positif, il va contribuer encore plus à l'inflation. S'il y a de la croissance monétaire positive, mais que la vélocité de la monnaie est négative, c'est-à-dire que les gens ont de moins en moins de transactions parce qu'ils payent leurs dettes, et ainsi de suite, ils ne veulent pas acheter nécessairement plus de biens et services, ben, la création de monnaie ne sera pas nécessairement inflationniste parce que la vélocité de la monnaie, la croissance de la vélocité de la monnaie négative va en partie défaire, si on veut, la création monétaire. Et donc là, dans ce cas-là, on aurait plus de l'inflation financière, donc le gonflement du prix des actifs financiers, que de l'inflation des biens et services comme tel. Et
Donc ça, on pourrait appeler ça, si on veut, la demande. Donc ce côté-là, c'est cette partie-là de l'équation des échanges, là, la croissance monétaire plus la croissance de la vitesse à laquelle la monnaie circule entre les mains, qui peut être négative, positive ou nulle, hein, on s'entend. Euh, ben, tout ça, on pourrait dire que c'est la demande, finalement, de biens et services. Et est-ce que cette demande-là est fournie par la production? Ben, ça dépend de la croissance de la production, qui est la croissance du PIB réel. Et donc, ça, c'est l'offre. L'offre, c'est la production en passant, n'est-ce pas? C'est des synonymes. Donc, l'offre, c'est la production. Et donc, si la demande, donc c'est-à-dire GM plus GV, si la demande et la vélocité augmentent au même rythme que ce qu'on produit des biens-services, ben, il n'y aura pas de pression inflationniste parce que finalement, l'offre de biens-services va suivre la demande. Donc, il n'y a pas de problème. Si la demande augmente plus que l'offre, donc GM plus GV est supérieur à GY, alors là, il va y avoir des pressions haussières sur l'inflation. Et si GM plus GV augmente moins que la production, moins que GY, alors évidemment, le tout serait négatif. Théoriquement, on aurait même de la déflation. Donc, ça peut arriver, hein, on peut avoir une hausse de production supérieure à la demande de biens et services pendant un certain temps. Et donc, de cette façon-là, on peut conceptualiser les pressions inflationnistes aussi avec non seulement, donc c'est ce que j'aime bien de ça, non seulement la croissance monétaire, mais comme on le sait, après avoir étudié le processus de création monétaire et les causes fondamentales de l'inflation, il ne suffit pas de créer de la monnaie pour avoir de l'inflation, il faut que cette monnaie-là soit transformée, si on veut, en demande de biens et services. Et donc, c'est là où ça, c'est capté par la croissance de la vélocité de la monnaie. Ça peut être négatif, zéro, donc une vélocité constante, ou une croissance positive. Et donc là, ça, c'est capté par la croissance de la vélocité de la monnaie. Et on capte tout ça, ça, c'est le côté demande. Puis, ben, on met ça en termes relatifs, donc relativement à l'offre, qui est le rythme de hausse de production. Et donc, c'est très intéressant. Très souvent, lorsqu'on enseigne la macro, on dit que la vélocité de la monnaie est constante. Donc, on met le GV à zéro, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Et si on regarde, il y a des longues périodes, parfois pendant 10 ans, où la vélocité de la monnaie est changeante. Donc, oui, elle ne va pas complètement déconnecter, elle ne va pas complètement tout le temps augmenter à un rythme accéléré perpétuel, là, ni s'effondrer constamment, mais ce n'est pas nécessairement vrai que pendant plusieurs années, la vélocité de la monnaie est constante. C'est sûr qu'à très long terme, sur une vision de très long terme, peut-être que oui. Et donc là, on pourrait dire que la monnaie, ultimement, un jour, qui est créée, deviendra de la demande de biens et services. Et donc, on pourrait oublier, si on veut, la vélocité de la monnaie et la mettre à zéro. Mais le portrait plus réaliste, c'est qu'on devrait plutôt tenir compte de la vélocité de la monnaie et donc ne pas enlever la vélocité de la monnaie là, juste par simplicité. Okay? Et donc, mais ça nous fait comprendre bien des choses. Des fois, il y a de la création monétaire, mais la vélocité de la monnaie est négative. Donc, sur la période, par exemple, 2009 à 2014 aux États-Unis, la vélocité de la monnaie était plutôt négative. Et donc, ça défaisait beaucoup l'effet inflationniste de la création monétaire. Et en plus, il y avait de la croissance du PIB, là, surtout à partir de 2010. Et donc, le combo de tout ça faisait qu'il y avait très peu de pression inflationniste, malgré ce qui semblait être de la création monétaire excessive. Et donc, ça a donné beaucoup d'inflation financière, c'est-à-dire le prix des biens et services, augmentait rapidement. Et donc, ça nous permet de, euh, de comprendre les dynamiques inflationnistes aussi avec l'équation des échanges, que je trouve bien chouette comme concept. Voilà.